Il est 23 heures, votre corps est épuisé, vous avez envie de dormir depuis 21 heures, mais votre cerveau, lui, vient de démarrer sa deuxième journée. Les idées arrivent, les listes mentales se forment, vous repensez à une conversation d'il y a 3 jours, vous planifiez un projet qui n'existe pas encore, vous résolvez un problème que personne ne vous a demandé de résoudre, et vous vous dites, encore une fois, que vous êtes juste quelqu'un qui pense trop. En 2017, le prix Nobel de médecine a été attribué à 3 chercheurs américains pour leurs travaux sur les rythmes circadiens. Cette horloge biologique interne qui gouverne votre énergie, votre digestion, votre sommeil. Leur découverte? Chaque organe a son propre cycle. Et former le corps hors de ces rythmes, créer des dérèglements profonds, mesurables et bien réels. L'Ayurveda décrivait exactement cela avec une précision horaire il y a 5000 ans. Et l'énergie responsable de tous ces mouvements, de ces rythmes, de cette activité qui ne s'arrête jamais dans votre organisme, c'est Vata. Vous n'êtes pas quelqu'un qui pense trop. Vous avez simplement ce principe en surdose. Et la différence entre les deux change absolument tout à la façon dont vous allez traiter le problème. Bienvenue dans les Marmites Nomades. Aujourd'hui, on continue notre voyage dans l'univers des doshas et on commence par le tout premier d'entre eux. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, celui qui explique ce qu'est un dosha et pourquoi les tests en ligne vous donnent une réponse incomplète, je vous conseille d'y faire un saut avant de revenir ici. Alors, pour comprendre le profil Vata, oubliez un instant les listes de caractéristiques et les tableaux comparatifs. Je vais plutôt vous donner une image. Une fois qu'elle sera gravée dans votre esprit, elle ne vous quittera plus. Cette force, c'est le vent. Pas une tempête, pas un ouragan, juste le vent. Ce souffle invisible dont vous ne voyez jamais la source, mais dont vous observez les effets partout. Il soulève les feuilles, fait frémir les branches, crée du mouvement là où il n'y en avait pas une seconde avant, et il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. C'est exactement cela. C'est l'énergie qui fait bouger les choses. Toutes ces choses, mais pas seulement vos bras, vos jambes, vos pensées, votre souffle, votre impulsion nerveuse, les battements de votre cœur, votre transit intestinal ou encore votre circulation sanguine. Tout ce qui se déplace dans votre corps est gouverné par ce principe. Sans lui, rien ne circule, rien ne se passe, le corps s'immobilise. Et comme le vent, ce tempérament est changeant, imprévisible. Il ne reste jamais longtemps dans le même état. Une heure d'enthousiasme débordant, une heure d'anxiété inexpliquée, un projet qui démarre en flèche, abandonné 3 jours plus tard, une énergie créatrice le soir et une fatigue profonde le matin. Ce n'est pas de l'inconstance, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est la nature même de cette énergie. Et voilà ce qu'on entend presque jamais à son sujet, parce que la plupart des contenus s'arrêtent au déséquilibre. Pourtant, c'est le dosha de la créativité pure, les idées qui arrivent à 3 heures du matin, l'enthousiasme qui vous fait démarrer 10 projets en même temps, la capacité à vous adapter, à changer de direction, à avoir des connexions que personne d'autre ne remarque. C'est aussi la vivacité d'esprit, la légèreté, l'humour. C'est le profil des artistes, des innovateurs, des personnes qui pensent littéralement en dehors des cases. Ce n'est pas un défaut à corriger, c'est un dos à comprendre pour ne pas le laisser se retourner contre vous. Maintenant, rentrons dans le concret. Parce que cette force ne gouverne pas que votre humeur ou votre créativité. Elle régit des fonctions biologiques très précises. Et quand on les connaît, on commence à lire son corps d'une façon complètement différente. Commençons déjà par la respiration. En Ayurveda, on ne la gouverne pas comme un tout, mais à travers un sous-dosha spécifique qu'on appelle pranavayu. C'est l'énergie de l'inspiration. Pas seulement de l'air, mais de l'énergie vitale elle-même. Chaque inspiration est littéralement une absorption de vie. Et le pranayama, donc des techniques de respiration enseignées depuis des millénaires, cible précisément ce point pour réguler l'ensemble du système. Ce qui est fascinant et scientifiquement exact, c'est que la médecine moderne arrive exactement à la même conclusion, mais par un autre chemin. La respiration diaphragmatique lente, qu'on retrouve dans la cohérence cardiaque ou dans les protocoles du neuroscientifique Andrew Huberman, stimule le nerf vague. Ce nerf relie le cerveau à presque tous les organes du corps. Cette stimulation calme instantanément le système nerveux sympathique, celui qui est responsable de l'état d'hyperactivité, d'alerte et d'agitation. En langage moderne, c'est l'état aggravé de notre dosha. Quand vous réglez votre souffle, vous réglez cette énergie. L'Ayurveda le sait, la neuroscience le confirme. La deuxième fonction biologique qui est régie par Vata, c'est le système nerveux. En Ayurveda, il correspond au Majadhatu. Le tissu nerveux, la moelle, notre principe de mouvement le gouverne entièrement. Les impulsions nerveuses, la transmission des sensations, la vitesse de traitement de l'information, votre réactivité face au stress. C'est pour cela qu'un excès se traduit presque toujours par une hypersensibilité au bruit, aux lumières ou aux émotions des autres. Vous capturez tout, vous ressentez tout. Parfois, c'est un don extraordinaire
et parfois c'est épuisant. Il régit aussi le transit intestinal. Alors maintenant, je vais vous donner un détail qui va vous faire sourire, tant l'ironie est parfaite. On parle de l'énergie du mouvement, mais dans les intestins, elle agit à travers un autre sous-dosha qui s'appelle Apanavayu. C'est l'énergie d'élimination qui gouverne tout ce qui descend et sort du corps. Quand elle est en excès et mal orientée, ce mouvement s'inverse. Au lieu de descendre naturellement, l'énergie remonte, créant des ballonnements, des gaz et de la constipation. C'est l'énergie du mouvement qui ne sait plus dans quel sens aller. C'est tout son paradoxe. Et c'est pour cela que l'anxiété et les problèmes digestifs vont presque toujours ensemble chez les personnes à dominance Vata. Nous allons voir aussi que ça régit la parole et la pensée. Elles sont gouvernées à travers Udanavayu, le sous-dosha ascendant, celui qui remonte vers la gorge et la tête. C'est la voix, l'expression, la mémoire, l'enthousiasme. Les personnes à forte dominance Vata parlent souvent vite, très vite, parce que les mots ont du mal à suivre le rythme de la pensée. Et quand ce flux est perturbé, c'est la voix qui s'éraille, la mémoire qui flanche, l'enthousiasme qui s'effondre. Terminons par les transitions. Ce principe gouverne tous les moments de bascule. Un déménagement, une rupture, un nouveau travail, une période de deuil, ça peut être aussi l'arrivée de la ménopause. Ces moments l'activent en profondeur. C'est pourquoi il s'accompagne si souvent d'insomnie, d'anxiété et d'une digestion perturbée. Mais voilà ce que le Charaka Samhita, le texte fondateur de l'Ayurveda, rédigé il y a près de 2000 ans, dit de façon explicite. Il écrit que Pitta et Kapha sont comme des lames immobiles. Quand on parle de lame, ça veut dire que c'est immobile, c'est dans le sens là. Sans le mouvement que leur donne Vata. Imaginez cela concrètement. Le feu ne peut pas brûler sans le vent pour l'alimenter. L'eau ne peut pas circuler sans le mouvement pour la porter. Donc Vata est le chef d'orchestre des deux autres doshas. Et quand le vent souffle trop fort, il attise excessivement le feu. Donc le système s'emballe, les inflammations apparaissent, la colère monte ou alors il dessèche l'eau. Le système se fiche, la circulation ralentit, la lourdeur s'installe. Un déséquilibre ici entraîne toujours les deux autres doshas dans son désordre. C'est pour cela qu'en clinique ayurvédique, on traite presque toujours cette énergie, donc le dosha Vata en premier, pour stabiliser et créer des conditions pour que tout le reste puisse se rééquilibrer. Voilà quelque chose que j'adore dans l'Ayurveda et qu'on n'entend presque jamais dans les contenus généralistes. Ce principe n'est pas seulement en vous, il est dans le temps, dans les heures de la journée, dans les saisons et dans les grandes étapes de notre vie. Une fois que vous avez compris cela, vous ne regardez plus votre agenda de la même façon. Voyons d'abord pour les heures. Dans la tradition ayurvédique, la journée est découpée en cycles de 4 heures. Chacun est gouverné par une force. Et notre énergie du mouvement, donc Vata, règne sur 2 créneaux précis, de 2 heures à 6 heures du matin et de 14 heures à 18 heures l'après-midi. Le créneau de 2 heures à 6 heures du matin, c'est son heure par excellence. L'heure où le système nerveux est au plus léger, au plus subtil. C'est pour cela que les insomnies qui surviennent entre 3 et 5 heures du matin sont typiques. Pensée en boucle, impossibilité de se rendormir, cerveau qui repart dans tous les sens. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, c'est cette force qui s'active avant que votre corps ne soit prêt à la suivre. Mais ce même créneau, bien utilisé, est aussi celui des pratiques contemplatives les plus puissantes. L'Ayurveda lui donne un nom précis, Brahma Muhurta, littéralement l'heure du créateur. Elle commence exactement 96 minutes avant le lever du soleil. Pourquoi ce moment précis? Parce que c'est l'heure où Sattva domine, donc c'est-à-dire la qualité de pureté, de clarté et d'équilibre. À l'aube, avant que l'agitation du jour ne commence, l'esprit est naturellement ouvert, calme et réceptif. C'est le moment idéal pour méditer, pratiquer de la respiration, donc le pranayama, étudier, prier, et les neurosciences confirment ce que les Védas décrivaient en sanskrit. Dans ce demi-sommeil, entre 4 heures et 6 heures du matin, le cerveau produit des ondes θ associées à la créativité profonde, à l'intuition et aux insights. L'Ayurveda avait nommé et structuré ce phénomène des millénaires avant l'existence des électroencéphalogrammes. Vient ensuite le créneau de 14 heures à 18 heures. Vous connaissez ce fameux coup de barre à 15 heures, cette baisse d'énergie soudaine qui vous donne envie de poser la tête sur le bureau. C'est notre flux d'après-midi qui prend le relais. L'énergie devient fluctuante, légère, dispersée. C'est un mauvais moment pour les tâches qui demandent une concentration soutenue, mais un excellent moment pour la créativité, les brainstorming, les écrits libres et les activités artistiques. Votre cerveau est en mode association d'idées, donc utilisez-le pour ça. Nous allons passer aux saisons. Vata, c'est la saison de l'automne, le début de l'hiver. Le froid, le vent, la sécheresse, le changement, les feuilles qui tombent, la lumière qui diminue, la nature qui se vide,
Tout cela partage la même énergie. Et si vous avez remarqué que votre anxiété monte à l'automne, que votre peau devient plus sèche ou que votre sommeil se détériore dès que les températures baissent, c'est simplement votre météo interne qui résonne avec la météo externe. Les deux se renforcent. C'est pour cela qu'on adapte l'alimentation et les rituels à chaque saison. En automne et en hiver, on vient nourrir et apaiser ce flux. Donc, on met de la chaleur, de l'huile, de la régularité et de la douceur. On ne fait pas de régime détox en novembre. On ne commence pas le jeûne intermittent en octobre. Alors, je vais faire une aparté, une parenthèse. On parle souvent de détox. On parle souvent de régime détox, de boisson détox. Alors, j'aimerais vous dire que la détox, la plus simple, et que l'on fait tous les jours sans s'en rendre compte, en tout cas si c'est bien fait, c'est la respiration. Donc, si on est en automne ou en hiver et qu'on ne fait pas de détox, on peut la faire par la respiration par contre. Donc, vous pouvez regarder sur Internet des exercices de respiration. Je referme la parenthèse. Pour en revenir à ces pratiques que l'on ne doit pas faire en octobre, c'est tout simplement parce qu'ils augmentent le froid, la sécheresse et le vide, dans la saison qui les accentue déjà naturellement. C'est comme verser du vent sur du vent. Enfin, nous allons passer aux grandes étapes de la vie. Vata gouverne aussi le principe de la vieillesse. À partir d'un certain âge, que la tradition situe autour de 60 ans, cette force devient dominante. La peau se creuse et se dessèche. Les os s'allègent, la mémoire devient plus volatile. Le sommeil plus léger et les articulations craquent. Ce n'est pas juste le vieillissement, c'est cette énergie qui prend de plus en plus de place et les soins adaptés, donc l'huile, la chaleur, la routine, la nourriture substantielle ne sont pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Vous l'avez compris, ce souffle de vie est magnifique lorsqu'il est canalisé, mais il est particulièrement sensible au mouvement du monde qui l'entoure. Nous venons de poser les bases pour comprendre comment l'énergie Vata circule en nous quand tout va bien. Mais que se passe-t-il lorsque le vent tourne à la tempête et que le système s'emballe? Quels sont les signaux d'alerte et surtout, quelles sont les clés concrètes pour ramener le calme et s'ancrer à nouveau? C'est exactement ce que nous explorerons ensemble dans la seconde partie de cet épisode. Comme toujours ici, nous faisons de la résistance dans l'ombre. C'est Evianie des Marmites Nomades. J'ai pris un immense plaisir à enregistrer ce moment pour vous. Prenez grand soin de votre vent. Restez à l'écoute pour la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous vous êtes reconnu dans ce portrait. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous dis à très bientôt.